La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies, est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Il se considère comme tel, il se considère comme la nouvelle Église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une Église fondée sur les écrits qui ont fait en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la Révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. La plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes. Anti-chrétien jusqu'au bout, si on prend les documents de 1940, à l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. La révolution russe, le communisme comme tel et l'application matérielle et politique. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand. Il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'Antéchrist. Ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain, et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. Méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent trop d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Ce document est issu d'une loge crypto-maçonnique dénommée 666. Nous sommes dans les années 80. Nous sommes dans une réunion secrète où le gratin de ce monde parle de leur projet de nouvel ordre mondial. Le chef s'exprime. Il prend la parole. Les 18 dernières années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps. À ces coups, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent
ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec Monsieur de Rothschild dans les années 56, qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus, car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines, sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et l'outil de nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire, l'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser la population. Comment? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers, couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine, sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, donc dans les années 80, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Faire de l'homme une divinité. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économie, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 1967, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal de religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Stop. C'est vraiment un projet satanique. Je poursuis. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global, comme il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apportons en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations étaient à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs. Pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité, pour nous, ne pourra nous échapper. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes, à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là, en nous ayant servi de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États.
Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. 1. Décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable à date, en nous servant de l'invention du vidéo, et nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. 2. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela le système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlerons. 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, nous faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de ces territoires. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. 6. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique. Noyons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos multinationales. 7. Transformons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels que l'Europe de l'Est, la Russie et la Chine par exemple. Nous nous en fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre d'esclaves que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas en place pour nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer les portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux.